Un nouveau passage devant un tribunal. Le cas de Vincent Lambert rend inépuisables les recours. Aujourd'hui, la rapporteure publique du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a donné raison au corps médical du CHU de Reims qui avait suspendu, faute de sérénité, le processus d'arrêt des soins du jeune patient dans un état végétatif. Emmanuel Hirsch, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeur d'éthique médicale à l'université Paris-Sud. Quand le droit et la justice sont incompatibles, c'est un petit peu ce que l'on a envie de dire ce soir en lisant les déclarations de la rapporteure publique. Je vais lire la phrase, c'est très court. Les médecins sont en droit, en vertu de leur indépendance professionnelle, de maintenir en vie Vincent Lambert malgré les décisions de justice précédentes. Ces décisions, c'est le Conseil d'État et la Cour européenne des droits de l'homme. Donc, en fait, on revient à la case départ. On ne revient pas à la case départ. D'abord, c'est une tragédie humaine. Monsieur Vincent Lambert est dans sa chambre d'hôpital. Il n'est pas véritablement accompagné de soins comme son état pourrait le justifier. Et on a l'impression qu'il est un peu dans le couloir de la mort. Et que des décisions se prennent sans véritablement prendre en compte prioritairement son intérêt direct. Ça, c'est le premier point. Le Conseil d'État et la Cour européenne des droits de l'homme se sont prononcés au regard d'un certain nombre d'éléments pour savoir s'il y avait cohérence de la première décision d'arrêt de limitation de traitement qui avait été prise par l'équipe médicale en 2013, puis ensuite la Cour européenne des droits de l'homme pour voir s'il y avait conformité avec la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Ils n'ont pas à intervenir dans la décision médicale. La décision médicale, dans le cadre d'un processus collégial, appartient à un médecin. Ils ont éclairé une situation et c'est au médecin, en son âme et conscience, après avoir consulté les différentes parties, de prendre la décision. Ce qui est très surprenant, c'est que pendant des années, la décision devait être prise de limiter, d'arrêter les traitements, bref, de proposer une sédation terminale à M. Vincent Lambert, et puis qu'il y a eu, en juillet dernier, cet avatar, ce nouvel avatar, où la médecin en responsabilité de M. Vincent Lambert a dit on arrête tout, mais surtout, on demande à ce que M. Vincent Lambert puisse bénéficier d'une protection juridique, puisque aujourd'hui, finalement, qui est son représentant le plus à même d'intervenir? Et dernier point, c'est son neveu, en tous les cas, M. François Lambert, qui est intervenu auprès de la juridiction qu'on a citée tout à l'heure, pour demander non pas que la décision de la Cour européenne des droits de l'homme ou celle du Conseil d'État, parce que ce n'est pas des décisions, ce sont des avis, soient mises en œuvre. Est-ce qu'il était fondé à le faire? En tous les cas, la famille Lambert n'a pas suivi sa démarche. Il est seul dans quelque chose qui, naturellement, n'aboutira pas. La vraie question, c'est maintenant, qu'advient-il de M. Vincent Lambert et pourquoi s'acharne-t-on à le maintenir dans le contexte d'un CHU? Et on a le sentiment qu'il y a une telle défiance à l'égard de l'équipe médicale qu'il n'y aura pas une bonne décision qui peut être prise. On a vu le fiasco, par exemple, de la décision collégiale de juillet dernier. Bref, il y a un cumul de situations dont on demande comment ça se fait que les instances d'éthique n'ont pas un propos par rapport à ce sujet, ne serait-ce que de dire leur attention? Comment ça se fait que le Conseil national de l'ordre des médecins a donné a priori raison à une équipe médicale qui est dans un invraisemblable, j'allais dire, détour par rapport à tout ce que devraient être les règles de la Mais est-ce que les médecins peuvent prendre vraiment des décisions de manière sereine quand on voit que ce cas divise profondément la famille de Vincent Lambert, avec d'un côté, bon c'est caricatural, les parents qui veulent que tout soit fait pour que Vincent Lambert soit maintenu en vie et bénéficie de soins, et d'un côté sa femme qui dit que lui n'aurait jamais voulu être maintenu en cet état? Vous posez la bonne question. Sachant qu'au quotidien, des décisions de limitation ou d'arrêt de traitement se passent, j'allais dire, sont posées dans des contextes quelquefois difficiles sans que ça fasse une affaire publique d'une certaine manière. Il y a aussi une confidentialité. Toute cette publicisation autour de M. Vincent Lambert ne l'a pas réellement servi. Il y a des processus qui sont mis en œuvre de concertation. Les décisions se prennent notamment pour des situations comme celle de M. Vincent Lambert. Son accident est arrivé exactement il y a 7 ans. Donc il y a eu un long processus d'approche pour savoir d'abord quel était réellement son état de santé, est-ce qu'il était relationnel ou état végétatif persistant. Il y a eu des expertises et à un moment donné, il y a eu une approche de dire maintenant qu'est-ce qu'on fait. J'observe juste qu'il y a à peu près 1700 personnes aujourd'hui qui sont au relationnel ou en état végétatif persistant, qui sont accueillies dans des structures adaptées et ne se posent pas la question de la limitation à l'arrêt de traitement d'une manière juridique. Mais quand il y a le sentiment qu'on ne peut pas aller plus loin, on fait le nécessaire pour ne pas s'acharner d'une manière déraisonnable. Le déraisonnable, c'est à mon avis la position des médecins aujourd'hui. Ce qui serait raisonnable, c'est de se dire, bon, stop, on va confier notre équipe dans un autre contexte et on va remettre les choses à plat. Alors, il y a beaucoup de questions qui se posent, mais déjà, est-ce que c'est vraiment un cas atypique? Vous parlez de ce chiffre de 1500 à 1700 cas similaires. On n'en parle quasiment pas, on n'en parle pas, même on parle de Vincent Lambert. Pourquoi en parle-t-on?
D'abord, cause de la chaque famille. situation est singulière et personnelle, c'est des itinéraires de vie, c'est des personnes qui ont une histoire, qui ont un présent, qui ont des relations familiales, donc rien ne peut être généralisé. Non, mais Pour- 1700, statistiquement, on peut se dire il y a bien 10, 20, 30 cas qui devraient sortir comme ça, similaires Attendez, au cas mais de Vincent Lambert. Mais là, les il y en cas a n'ont pas à sortir. Quand il y a un processus décisionnel qui est fait en rapport avec la loi d'une manière cohérente, qu'on associe la famille, non pas à la décision, mais à une consultation, parce que la décision est une décision médicale. C'est pas la famille de prendre la responsabilité de dire on arrête ou on continue. Ce que je constate, c'est qu'on a présenté les parents de M. Vincent Lambert comme des extrémistes religieux. Moi, je rencontre au quotidien des parents qui ne sont pas extrémistes religieux et qui pourtant attendent un signal, un signe d'éveil d'une personne qui est en état relationnel. C'est des questions extrêmement déroutantes. Et donc, on en parle. C'est le seul bénéfice, si on veut, de cette situation. On parle de la situation de M. Vincent Lambert et on parle d'autres personnes, soit dans cet état relationnel, soit dans des états identiques. Et la vraie question, c'est quel type d'accueil pour ces personnes. Il y a des structures spécialisées. Je rappelle quand même que M. Vincent Lambert est dans une unité de soins palliatifs. Est-ce que c'est sa place? Il y a une circulaire de Bernard Kouchner de mai 2002 qui donne un détail sur quelle prise en soin de ces personnes. Même si elles ne peuvent pas guérir, il y a un soin, il y a un respect, il y a une dignité. Il y a donc des approches qui aujourd'hui sont refusées. à Mais M. l'évolution de son cas, savoir justement si son état de santé peut évoluer, c'est aussi la question centrale pour savoir si il faut continuer les soins. Juste vous poser encore, excusez-moi, vous posez des très bonnes questions. J'ai bien fait de venir ce soir à LCI parce que les questions sont justes. Vous avez eu le Conseil d'État qui a demandé des expertises qui ont été faites à un très haut niveau. Elles sont difficilement contestables. Il y a quelques mois, on nous a présenté des images de M. Vincent Lambert qui donnaient l'impression qu'il avait non pas une relation avec sa famille, mais en tous les cas, qu'il y avait une forme d'éveil. C'est là où on a dit... par la famille, faut le préciser. C'est là où on a fait une distinction entre est-ce qu'il est état végétatif persistant, c'est-à-dire sans réponse, c'est-à-dire en éveil sans réponse, ou est-ce qu'il est post-relationnel. L'idée aujourd'hui, c'est que M. Vincent Lambert fait partie de ces personnes qui sont finalement des grands blessés, puisque les familles appellent ça des grands blessés, en fin de compte, des grands handicapés qui sont en état post-relationnel. Au nom de quel principe peut-on considérer que leur vie n'est pas conciliable avec une certaine dignité? Et au nom de quel principe peut-on dire aujourd'hui qu'il est maintenu artificiellement en vie? Parce que le grand débat, il a commencé quand les médecins ont dit, Eric Carrégé notamment en 2013, on a le sentiment, et c'était un paradoxe, que M. Vincent Lambert ne veut plus les traitements, alors qu'il était soi-disant état végétatif persistant. Et deuxième point, on a l'impression qu'on est dans une forme d'obstination déraisonnable ou d'acharnement thérapeutique. C'est sur cette base qu'a été instruite finalement la procédure d'arrêt de limitation des traitements, bref, de mise à mort de M. Vincent Lambert. Si on arrête de l'hydrater, de l'alimenter, un prolongement sédatif prolongé, il est évident qu'il décédera, malheureusement. Et la question, vous savez, à se poser, c'est qu'on est depuis 2012 dans une concertation nationale sur la fin de vie. Le 5 et 6 octobre prochain, en deuxième lecture, sera à nouveau présentée la proposition de loi Claes-Leonetti qui aborde indirectement la question de M. Vincent Lambert. La question de fond, c'est est-ce que M. Vincent Lambert est véritablement un mourant ou est-ce que c'est une personne, certes très handicapée, mais qui a le droit d'être reconnue dans ses droits de vivant? Là, c'est déjà une question qu'on peut se poser. Et deuxième point, que fait-on finalement des personnes dans cette situation? Quel type de réponse en termes de solidarité produit notre société démocratique à l'égard de ces personnes et à l'égard de leurs proches? C'est des questions. C'est dans le projet de loi la volonté de la personne concernée. Là, le problème on ne sait de pas, il n'y a M. rien Vincent d'écrit. Lambert, Il y a des paroles prononcées. Voilà, c'est ce qu'on appelle les directives anticipées. Et donc, dans la proposition de loi, on renforcera les directives anticipées qui seront contraignantes pour les médecins, ce ne sera pas uniquement consultatif. Et donc, il y aura toute une information qui sera faite. Si, et c'est tous les si, il y avait eu directives anticipées, vous me dites comment ça se passe dans les autres situations. Il est effectif que s'il y avait eu des directives anticipées, on aurait eu des éléments probants pour prendre une décision. Encore une fois, ces décisions sont totalement recevables d'un point de vue éthique et j'allais dire d'un point de vue politique quand elles sont dans le cadre par rapport à la loi. C'est pour ça qu'il n'y a pas de contradiction, me semble-t-il, comme vous l'avez dit au départ, entre la loi et puis la médecine. Et un dernier point, ce qui est navrant, c'est que ça fasse une affaire judiciaire d'une décision qui aurait pu se prendre dans l'intimité d'une relation de confiance. Donc je dis, la sortie, la meilleure pour tous, et on attend tous, c'est de la dignité, c'est-à-dire que M. Vincent Lambert soit accueilli dans une structure et qu'il y ait vraiment une instruction à plat de son dossier. Merci. Emmanuel Hirsch pour ces explications, cet éclairage, professeur d'éthique médicale à l'Université Paris-Sud. Merci d'être venu nous voir ce soir.